De janvier à juin 2022, quels sont les objectifs atteints au ministère de l'Industrie et du Commerce? C'est le principal sujet au menu de la revue du plan de travail annuel. À suivre les précisions. Wilfried Léandre Roumbedi était dans la matinée de ce vendredi 5 août 2022 face à la presse béninoise et internationale. Il revient de façon plus claire sur l'actualité de ces dernières semaines, dont la célébration de la fête nationale et d'autres sujets. Et puis en interactualité, signature ce lundi de l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires au Tchad. Le processus a été long. Le chef de la junte Mahamat Idriss Déby est venu en personne au Qatar vendredi pour participer aux ultimes discussions. Voilà donc pour le sommet, mesdames, messieurs, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Démarrage de l'examen d'une proposition portant modification de la loi 2013 du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote à l'Assemblée nationale du Bénin. C'est à l'occasion plutôt d'une séance plénière qui a consacré l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2022. Plusieurs députés étaient présents, ainsi le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Romaric Dossa, pour le reportage. Nous sommes à quelques mois des élections législatives au Bénin. Il est important de poser les jalons pour un scrutin transparent et apaisé. C'est ce qui fait l'objet de cette séance plénière des parlementaires. Il s'agira d'examiner au cours de cette première session extraordinaire de l'année 2022 une proposition portant modification de la loi 2013 du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote. Il y a certains centres de vote qui n'ont plus d'existence physique pour diverses raisons. Il est donc devenu superflu de laisser dans la loi en vigueur ces centres qui n'ont plus d'existence légale. Il faut profiter donc pour toiletter la loi en supprimant ces centres de vote qui n'ont plus d'existence légale. Mais en les supprimant, il faut les remplacer. Deuxième élément majeur de motivation, c'est que la loi fixe les centres de vote à 5000 personnes, alors que le travail de l'ANIP en cours révèle qu'il y a certains centres de vote qui risquent d'avoir de l'inflation, qui risquent d'être débordés. Si nous ne faisons rien à l'Assemblée nationale, mais l'ANIP sera paralysée simplement. Les préoccupations sont diverses, et surtout au niveau des centres de vote. Nous sommes certains qu'en reconduisant la carte électorale actuelle, il n'y a pas de doute que nous allons assister encore à beaucoup de personnes qui ne pourront pas voter à cause de la distance. 7, 8 km, 10 km, pour ça, quand quelqu'un n'est pas candidat, il ne va pas se gêner. Et nous vivons ça tous dans nos régions. Lorsqu'on parle de suppression de postes de centres de vote dans un village, alors que le centre en question existe physiquement et a correctement fonctionné au cours des dernières élections, ce ne serait pas bon qu'à ce niveau-là, on n'accède pas aux doléances donc, des populations. Il y a des quartiers qui partagent la même école. L'école sert de centre de vote. Et il se fait que tout le monde converge vers cette école pour faire leur vote. Alors que la loi dispose que chaque quartier, chaque village doit avoir son centre. Donc, il est urgent de régler ces cas-là. De toute façon, il est permis aujourd'hui, c'est ça la pratique, que des gens peuvent se lever pour dire « je ne vote plus dans ce centre ». On le leur permet pour aller dans un autre village sans y avoir même pas une résidence, ni un domicile. Je souhaiterais que cette question soit réglée en même temps que celle qui est le principal objet de cette modification. Je vous remercie. Tout ce qui a impact sur le code électoral, nous ne pouvons plus, à moins d'avoir un consensus national. Nous sommes dans les délais de 6 mois pendant lesquels nous ne pouvons plus agir sur donc, les lois électorales si nous n'avons pas une adhésion globale, un consensus national.
La séance est donc suspendue et sera reprise le mardi 9 août prochain. Restons toujours au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce vendredi le vice-président de l'Université de l'État de la diaspora africaine, professeur Désiré Baloubi, aussi membre du Parlement du même État, a évoqué avec Louis Béounou Vlavonou la coopération parlementaire et la participation de la diaspora au développement de l'Afrique. Reportage. Désiré Baloubi est allé échanger avec Louis Vlavonou sur la coopération parlementaire et la participation de la diaspora au développement de l'Afrique. Pour lui, ces deux composantes forment un levier important dont le Bénin peut tirer profit. Le retour de la diaspora au Bénin, parce que le Ghana en a bénéficié et ça lui a rapporté près de 1,9 milliard de dollars. Alors, si le Ghana est à côté, eh bien, le Bénin, ce n'est pas un hasard. Quand on parle de la route de l'esclave, quand on parle de la porte de non-retour, quand on parle d'Elmina au Ghana, quand on parle de l'île de Gorée, eh bien, le Bénin est au centre de cette histoire, bien qu'elle fût triste, mais c'est notre histoire. Le professeur Désiré Baloubi est membre du Parlement de l'État de la diaspora africaine, 6e région de l'Union africaine. Il se réjouit de l'accueil dont il a bénéficié auprès du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Ce qui m'a frappé, c'est d'abord l'humilité de la personne, l'honorable Louis Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale de la République du Bénin, son humilité, avec enthousiasme, elle était vraiment positive et nous avons simplement besoin de lui apporter d'autres éléments pour que des points focaux se créent et qu'il y ait un mémorandum d'entente. Et cela me ragaillardit, cela me donne de l'oxygène. Et ce ballon d'oxygène, je l'apporterai à qui de droit. Le vice-président de l'Université de l'État de la diaspora africaine a également dit ses félicitations à Louis Vlavonou pour ses efforts d'accompagnement des actions de développement menées par le gouvernement. Où en est le plan de travail annuel du ministère de l'Industrie et du Commerce après 6 mois d'exécution et quel est le point des objectifs atteints, des défis à relever également, quels sont les moyens nécessaires pour y arriver? C'est le principal sujet au menu donc de la revue du plan de travail annuel du premier semestre au niveau donc de ce ministère. Précision. Bilan à mi-parcours du plan de travail annuel 2022 au ministère de l'Industrie et du Commerce. L'exercice vise à identifier les difficultés rencontrées et les mesures correctives qui s'imposent. C'est donc le lieu pour nous, après 6 mois d'exécution du PTA, que nous puissions ensemble voir si nous sommes restés fidèles à nos engagements pour l'atteinte des objectifs au 31 décembre 2022. Lors des travaux, il ressort que le taux d'exécution initialement prévu n'a pu être atteint. Puis il sera question de prendre un arrêté que nous appelons aujourd'hui l'arrêté de fongibilité asymétrique pour revoir un peu l'organisation de notre budget. Ça va nous aider beaucoup à aller de l'avant. Le bilan du premier semestre ainsi effectué, les acteurs du ministère de l'Industrie et du Commerce repartent sur de nouvelles bases. Je l'annonçais dans les titres, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji était dans la matinée de ce vendredi 5 août 2022 face à la presse nationale comme internationale. Il revient de façon un peu plus claire sur l'actualité de ces dernières semaines dont la célébration de la fête nationale et d'autres sujets. Romaric Dossa et Mathieu Sossou pour le point. D'ici à là, le Bénin disposera de 2 aéronefs civils. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 août 2022 a donné son accord pour l'achat de ces 2 appareils. Le porte-parole du gouvernement, au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 5 août 2022 à Cotonou, est revenu sur cette innovation dans le secteur sanitaire béninois. Pourquoi c'est 2? Ça, c'est plutôt intéressant. C'est 2 parce que le constructeur canadien aussi, il a des normes. Et quand vous allez acheter ça, vous prenez 2 parce qu'il est dit qu'il ne faut pas qu'en cas de besoin, on dise que l'avion est tombé en panne. Donc s'il est en panne, l'autre fonctionne forcément pour soulager les urgences auxquelles on serait confronté.
C'est la raison qui fonde le choix d'en acquérir au moins 2 à la fois. Peut-être qu'on aurait pu prendre 3, 4 si on a plus de ressources disponibles maintenant, ça aurait été fait. Visite d'un monument inauguré la veille de la fête de l'indépendance du Bénin, le mécanisme mis en place par le gouvernement pour mieux satisfaire les visiteurs après l'ouverture officielle des infrastructures est également exposé. Inscrire sur l'épigraphe des monuments une description sommaire afin que chaque personne qui s'approche, et surtout les touristes, puisse s'approprier bien l'histoire de notre pays. C'est une très belle préoccupation. Je vous rassure que le gouvernement y a pensé et travaille, pas forcément dans le sens de l'inscrire sur l'épigraphe, mais nous avons des guides touristiques qui sont en formation et à terme, il est attendu que certains guides touristiques soient déployés sur les sites à l'occasion des saisons touristiques pour entretenir les visiteurs sur l'histoire de ces Amazones et de Bioguera autant que du monument au dévoué. Des nouvelles par rapport à la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus au Bénin, une préoccupation des hommes des médias. Léandre Humbedi répond. La COVID-19 n'est pas terminée. Nous avons encore quelques cas dans le pays, mais nous sommes sortis des situations où il y avait une telle flambée de cas graves. Il y en a 1 ou 2, 3 qui s'enregistrent parfois. Comme nous avons acquis du matériel, des équipements de pointe pour traiter les cas graves, comme nous avons les doses, les gens sont pris en charge comme il faut. Et nous espérons que nous n'aurons plus, les semaines, les mois à venir, à déplorer des pertes en vies humaines du fait de la COVID. Et votre question me donne l'occasion de lancer à nouveau un appel à nos concitoyens pour leur dire qu'il y a toujours des doses de vaccins disponibles dans notre pays. Et que ceux qui ne se sont pas encore soumis à cette nécessité ont le temps d'aller le faire. Sensibilisons nos proches, nos parents, nos amis, l'ensemble de la population pour qu'ils aillent se faire vacciner. Plus nous serons vaccinés, mieux ça vaut pour l'immunité collective, mieux ça vaut pour la quiétude de l'ensemble et mieux nos centres de prise en charge seraient soulagés. Plusieurs autres sujets d'actualité ont été également abordés au cours de cette rencontre médiatique, dont les réformes à venir dans le cadre des cantines scolaires au Bénin. Il faut noter que ces participants sont tous repartis satisfaits. Dans un autre registre à présent, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, Jean-Michel Abimbola, est fait donc chevalier de la Légion d'honneur française. Il a reçu sa médaille des mains de Rima Abdul Malaka, ministre de la Culture de la République française. C'était donc au cours d'une cérémonie française à l'ambassade de France au Bénin. Reportage. C'est un grand jour pour Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Il est élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur française. Depuis, vous consacrez votre énergie à mettre en œuvre votre ambition pour la culture, cette vision que vous nous avez résumée ce matin, Révéler le Bénin, un programme vaste, riche et très audacieux. Cette ambition que vous avez pour la culture, je crois qu'elle est nourrie de vos passions, de vos compétences aussi d'économiste et de gestionnaire. C'est toujours utile pour faire avancer la culture. Peut-être aussi nourri de votre amour du patrimoine en France. Vous me l'avez répété plusieurs fois aujourd'hui, ça m'a beaucoup marqué, que ce pays n'a ni pétrole ni diamant, mais sa force c'est la culture, c'est son patrimoine. Les efforts du ministre béninois dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts sont les raisons principales qui lui ont valu cet honneur. Se retrouver sur la liste de ces personnalités, être dans leur proximité nominative est non seulement une fierté pour moi, mais aussi une chance extraordinaire. Humilité ensuite, par rapport au devoir et à l'obligation de reconnaître le travail de tous, et ceux particulièrement qui ont œuvré au résultat qui me vaut cette reconnaissance pour rester digne de cet honneur, de l'assumer dans la continuité de ce qui a été fait et qui a valu le regard bienveillant des autres. Cela exige de soi les mêmes rigueurs, les mêmes engagements moraux, les mêmes ambitions à la hauteur des paramètres de l'excellence. Il a reçu sa médaille avec beaucoup d'humilité et joie.
Hors des frontières béninoises à présent, après 5 mois de négociations encadrées par le Qatar, c'est ce lundi que doit être signé l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires. Au Tchad, le processus a été long. Le chef de la junte, Mahamad Idriss Déby, est venu en personne vendredi donc pour participer aux ultimes discussions. Reportage. Une journée décisive pour la stabilité politique au Tchad. La signature de l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires doit avoir lieu ce lundi. Une cinquantaine de mouvements ainsi que le Conseil militaire de la transition sont à Doha, où les négociations sont menées depuis mars dernier. Cet arrangement doit ouvrir la voie à la tenue d'un dialogue national prévu à N'Djamena le 20 août. Selon des observateurs, le groupe FACT ou Front pour l'alternance et la concorde au Tchad s'oppose encore à cet accord qui ne prend pas en compte selon lui la parité des délégués au dialogue national et la libération des prisonniers. Ce groupe serait à l'origine de la mort du président Idriss Déby Itno, tué au combat en avril 2021. Si l'accord est ratifié, tous les participants pourront se mettre d'accord sur l'organisation de l'élection présidentielle. Le scrutin mettrait fin à la transition menée par le général Mahamad Idriss Déby Itno. Autoproclamé président suite à la mort de son père, le militaire de 38 ans est accusé par plusieurs ONG de diriger le grand pays enclavé d'Afrique centrale d'une main de fer en menaçant et arrêtant tout opposant. L'Union africaine a exigé du pouvoir tchadien qu'il mette en place des élections avant octobre prochain. Au Kenya, à présent, le vétéran de l'opposition Raila Odinga est donné favori de l'élection présidentielle ce mardi face au vice-président sortant William Ruto dans un contexte de grande tension. C'est sa 5e tentative. 22 millions d'habitants sont appelés mardi aux urnes pour choisir leur prochain président ainsi qu'une centaine de parlementaires et quelques 1500 élus locaux. Reportage. Les campagnes au Kenya ont atteint leur point culminant samedi, marquant la fin des élections présidentielles très attendues dans ce pays d'Afrique de l'Est. Raila Odinga, vétéran de l'opposition âgé de 77 ans, a garanti à ses partisans de lutter contre la corruption en appelant les électeurs à se rendre aux urnes mardi. Nous nous présentons pour construire un Kenya d'espoir et d'opportunités. Un Kenya qui n'est pas composé de 45 tribus individuelles, mais d'une grande tribu kenyane. L'élection est dans 3 jours à peine. Prenez vos dispositions pour voter le 9. Votons tôt, gagnons tôt. J'ai besoin du vote de chacun d'entre vous. Écoutez-moi maintenant, choisissez vous-même votre président. Soutenu par son rival, le président Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, qui se présente pour la 5e fois à la présidentielle, a promis de serrer la main de ses adversaires, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Pour le bien du Kenya, je serrai la main de mes rivaux et je subirai les conséquences politiques s'il le faut. Je leur serrai la main si je gagne et je leur serrai la main si je ne gagne pas. Je le ferai parce que mon amour pour le Kenya est au-delà de mon amour pour Raila Amolo Odinga. Devant la foule, le candidat s'est engagé à fournir des aides financières aux plus démunis et des soins de santé accessibles. Pour ses partisans, le moment est venu pour lui d'être président en raison de sa contribution à l'indépendance du Kenya. Nous avons confiance en Raila Odinga. Il est notre père, le père de la nation. Et nous savons que lorsqu'il deviendra le 5e président, la liberté sera de retour au Kenya. Et c'est ce que nous attendons, que notre père devienne notre 5e président. Je voterai pour notre père, car il est le garant de la paix. C'est un père de liberté. Nous voulons croire, nous voulons être libérés. Nous luttons depuis 1992. Comme vous pouvez le voir sur ma veste, je suis un combattant de la liberté. Je suis ici depuis 3 décennies, de 1992 à 2022. Nous avons souffert, notre père a souffert, et nous avons souffert avec lui. Les résultats officiels seront annoncés dans la semaine suivant le scrutin.
Si les sondages sont corrects, le Kenya organisera pour la première fois un second tour des élections présidentielles. Et restons toujours au Kenya. Le vice-président William Ruto a clôturé sa campagne électorale pour les élections en promettant de relancer l'économie du pays en proie à des difficultés. William Ruto, qui s'oppose aux élites kenyanes, cherche à accroître la productivité agricole et l'inclusion financière. Dans son dernier discours, il a déclaré qu'une fois élu, son gouvernement déploierait donc 1,6 milliard de dollars par an pour accroître donc les possibilités d'emploi. Reportage. Au Kenya, le compte à rebours avant le scrutin présidentiel de mardi est lancé. Entouré d'une foule enthousiaste, l'actuel vice-président William Ruto, âgé de 55 ans, a clôturé samedi sa campagne pour les élections en promettant de relancer l'économie du pays en proie à des difficultés. Le peuple kényan l'emportera sur l'État. Le peuple l'emportera sur le système. Et nous aurons une nation qui n'abandonnera personne. Il s'agit de donner du pouvoir à nos mamans qui vendent au marché, aux chauffeurs de taxi-moto. Il s'agit de donner du pouvoir à ceux qui luttent pour réussir, aux citoyens ordinaires. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir. William Ruto, qui s'oppose aux élites kenyanes, cherche à accroître la productivité agricole et l'inclusion financière. Dans son dernier discours, il a déclaré qu'une fois élu, son gouvernement déploierait 1,6 milliard de dollars par an pour accroître les possibilités d'emploi. Ils ont dit que c'était un moment constitutionnel. Nous leur avons dit non, c'est un moment économique. Ils nous ont dit qu'il s'agissait de changer la Constitution. Nous leur avons dit non, il s'agit de changer l'économie. Ils nous ont dit qu'il s'agissait de partager les postes. Nous leur avons dit non, il s'agit de créer des emplois pour les jeunes de notre nation. Réduire le coût de la vie, c'est la promesse de William Ruto. Le candidat met en avant ses origines modestes et se présente comme le sauveur du peuple kényan qui souffre de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et du carburant provoquée par la guerre en Ukraine. William Ruto va créer de bonnes opportunités pour les commerçants de bas niveau, comme les vendeuses, les colporteurs. Nous qui sommes toujours harcelés par les agents municipaux, il va nous servir et réparer l'économie, et c'est pourquoi nous l'aimons. J'ai choisi de soutenir Ruto parce que je suis sûre que lorsqu'il sera élu le 9 août, comme 5e président de la République du Kenya, il saura identifier et régler nos problèmes. Les principaux enjeux de cette élection sont la corruption généralisée et l'économie. Au Kenya, 3 personnes sur 10 vivent avec moins d'1,90 $ par jour, selon la Banque mondiale. Au Sénégal, à présent, les fautes pluies enregistrées ce vendredi à Dakar ont causé la mort d'un individu et provoqué des désagréments énormes pour la population de Dakar et sa banlieue. La victime est un automobiliste qui a été piégé par les eaux sur les lieux. Plusieurs conducteurs ont dû abandonner sur place leur véhicule, littéralement englouti par les eaux. Reportage. Au moins une personne est décédée et plusieurs voitures et rues ont été endommagées à Dakar suite aux fortes pluies survenues vendredi. Les conducteurs de la capitale et sa banlieue, surpris par les précipitations, n'ont pas eu d'autre choix que d'abandonner leurs véhicules complètement recouverts par les eaux de crue. Il y avait beaucoup d'embouteillages. Nous étions complètement bloqués. On n'avance pas. Et avec la pluie, il y avait une grande quantité d'eau qui arrive. Et petit à petit, l'eau ça monte. Donc nous étions tous bloqués. Moi, quand j'ai vu que la voiture a commencé à s'inonder, j'ai pris la décision de laisser la voiture et complètement quitter. Ma voiture était inondée à 100%. À 100%. Comme beaucoup d'autres, cet habitant de Dakar a subi les désagréments causés par l'intensité inhabituelle de la pluie, avec plus de 126 mm d'eau tombée. Selon les médias locaux, la victime est un automobiliste qui a été pris au piège dans les inondations. Actuellement, la pluie, l'intensité, c'est énorme. C'est pas comme les pluies d'avant. Bon, c'est les changements climatiques. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Et nous sommes à côté de l'océan, donc bon,
le débit, c'est pas l'intensité habituelle de la pluie. Donc c'était beaucoup de pluie dans un minimum de temps. C'est à cause de ça, bon, il y avait ces dégâts. Hein. Tout ça c'était plein, hein. Tout c'était plein d'eau. Le plan Orsec, principal mécanisme de coordination et de gestion des catastrophes et des urgences, a été déclenché sur l'ensemble du territoire, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Hors du continent africain à présent, la Chine annonce la prolongation de ses exercices militaires autour de l'île. En dépit des critiques internationales, les manœuvres militaires lancées après la visite de Nancy Pelosi, les plus grandes jamais effectuées autour de Taïwan, devraient donc prendre fin dimanche. Mais l'armée chinoise n'a pas précisé où se dérouleraient donc les nouveaux exercices, ni s'ils étaient donc des tirs à balles réelles. L'espoir d'une accalmie a été de courte durée à Taïwan. La Chine a annoncé que ses manœuvres militaires allaient se poursuivre près de l'île. Pourtant, ces exercices devaient s'achever dimanche en milieu de journée. Une démonstration de force vivement critiquée par la communauté internationale. L'Australie continue d'appeler à la désescalade. Ce n'est pas quelque chose que l'Australie souhaite. La situation inquiète toute la région qui appelle à la restauration de la stabilité. Il y a une sorte de prise de confiance de la Chine, non seulement dans cette région, mais aussi dans le monde entier. La Chine observe ce qu'il se passe en Europe, en Ukraine. Nous devons donc travailler ensemble et transmettre le même message. La Chine doit faire preuve de retenue, ne doit pas réagir de façon excessive et ne doit pas créer un nouveau point chaud régional et mondial. La visite de Nancy Pelosi à Taïwan a déclenché la colère de la Chine qui a ensuite entamé les exercices militaires les plus impressionnants de son histoire autour de l'île. Une réaction totalement disproportionnée selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et parlons à présent de la guerre en Ukraine. Le site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été bombardé pour la deuxième fois en un peu plus de 24 heures ce week-end, tandis que 4 nouveaux cargos chargés de céréales cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale ont quitté donc dimanche les ports ukrainiens. Reportage. En Ukraine, les attaques russes ont fait au moins 5 morts parmi les civils dans la région de Donetsk ce week-end, selon les autorités locales. Le Donbass, la région de Kharkiv et le sud du pays sont toujours le théâtre d'affrontements et de bombardements incessants. Autre sujet d'inquiétude, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, tenue par les forces russes depuis plusieurs mois, a été visée 2 fois en 24 heures par des frappes. Des détecteurs de surveillance de radiation ont notamment été endommagés. Les deux camps s'accusent mutuellement. En marge des combats, l'actrice américaine Jessica Chastain s'est rendue à Kiev pour visiter le service de cancérologie d'un hôpital pour enfants. Depuis le début du conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli plusieurs stars hollywoodiennes, Ben Stiller, Sean Penn ou encore Angelina Jolie, pour mettre en lumière la situation critique de son peuple. Pendant ce temps, la reprise de l'exportation de céréales ukrainiennes se confirme. 4 nouveaux navires ont quitté ce dimanche les ports d'Odessa et de Tchernomorsk, et ce, grâce à l'accord signé avec la Turquie et les Nations Unies le mois dernier. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, également le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde.